Bonjour Jean-Pierre, Bonjour. je te surprends en plein travail. Ah oui, oui, oui. Désolé de t'embêter, de te retarder. Que nenni. Que nenni, mon bon. Donc tu es sur un nouveau projet? Oui, tout à fait. Là, on va parler du tout nouveau projet sur lequel je travaille. Voilà, en direct pour nos amis spectateurs. Donc, c'est un projet sur Gaston Coutet. Gaston Coutet, qui est un poète de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et donc, l'album devrait sortir en septembre pour les journées Gaston Coutet à Main-sur-Loire. Voilà, de fin septembre à début octobre. Et pour les béotiens comme moi qui ne connaissent pas Gaston Coutet, tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, Gaston Coutet, poète bosseron, dont la poésie est parfois teintée de patois, mais pas que, il y a des choses vraiment en français normales, dirais-je. Donc Gaston Standard. Coutet était fils de minotier, c'était quelqu'un qui avait des employés, un moulin, etc., à Beaugency, près de Main-sur-Loire. Puis il est monté à Paris au début du siècle à Montmartre. Assez vite, il a connu un certain succès. C'est quelqu'un qui a été chanté notamment par Edith Piaf, par Bernard Lavilliers, et qui connaît une multitude d'interprètes, qui a été un petit peu mis en avant dans les années fin des années 70-80 par un compositeur-interprète qui s'appelle Gérard Piron, qui a fait des très très belles choses autour de l'œuvre de Coutet, donc qui s'est avéré être un passeur de l'œuvre de Coutet. Donc ce que moi modestement je souhaite faire, donc la sortie de l'album sera accompagnée d'une expo à Main-sur-Loire, au musée Gaston Coutet, musée de la Monnaie, et d'une soirée qui va accompagner la sortie de l'album, où je serai présent en train de dessiner sur scène, et où des gens viendront interpréter, chanter les textes que moi j'aurais mis en images. Alors voilà, par exemple, je donne quelques exemples. Ici on a Jour de lessive. Donc là c'est un crayonné. Voilà, donc à chaque fois, parfois les histoires sont traitées en deux couleurs, pour donner ce côté un petit peu passéiste de la chose. Oui, mais pas que, parfois je change aussi. Chaque histoire a sa propre... Mais des teintes un peu pastel quand même, on va voilà, dire. tout à fait. Un petit peu passé comme ça, un petit peu vieilli. Donc je mets en scène des personnages évoqués dans les œuvres de Coutet, mais je développe aussi, par exemple, moi-même, par exemple, il y a un maître charretier qui embête un jeune porcher. Donc ce maître charretier, on comprend aussi qu'il va abuser d'une fille de ferme, comme ça se faisait dans certaines nouvelles de Maupassant, etc. Et dans la vraie vie Et aussi? malheureusement encore dans la vraie vie. Oui. Donc je raconte ça. On a la photo de mariage du charretier avec la fille de ferme. Donc le charretier lui est ravi, mais la fille de ferme, elle, évidemment, elle tire Un peu moins. Elle tire un peu la tête. Donc voilà, je mets en scène, comme ça se passe pas près d'Orléans, par exemple, voilà, je mets en scène la place du Mar 3. Il y a un poème de Gaston Coutet, une chanson qui s'appelle Sous mes logiques, où il dit que voilà, il tourne le truc à la dérision. Ça rappelle certaines chansons de Renaud d'ailleurs, comme Laisse Béton, des choses comme ça. Et donc, moi j'en ai déduit que notre ami Gaston Coutet, que j'ai représenté ici, s'adressait à la statue de Jeanne d'Arc. Et à la fin, il lui balance une bouteille tellement il est sous. Voilà, donc voilà, puis il y a la complainte d'Eterneva aussi, qui est une chanson de marin écrite par un bosseron, qui est tout à fait étonnante, avec un des interprètes qui s'appelle des chansons, qui s'appelle Bruno Daraki, donc qu'on peut retrouver ici, et qui est aussi l'interprète, par exemple, du livre sur François Villon. Il est l'interprète du CD, puisqu'on a monté un spectacle qui s'appelle François Villon corps à cœur, dont Bruno Daraki est l'interprète. Donc ça tourne autour de la bio de Villon, avec des chansons qui viennent s'intégrer dans le spectacle théâtral. Donc tu es très ancré sur les BD historiques, sur la mémoire d'endroits ou de personnages particuliers. Oui, absolument. Un de mes domaines de prédilection, c'est plutôt l'histoire, alors avec des périodes style évidemment Moyen-Âge, 19e siècle, 17e siècle, etc. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, la bande dessinée La Légende dorée, se passe dans un Moyen-Âge de fantaisie. C'est une série que j'ai créée avec Olivier Le Disco au dessin. Donc voilà, on est chez des moines un petit peu influencés par l'univers de Rabelais, parce que ce sont des moines bibinectins qui distillent la bibinictine. Oui. La recette fut livrée par Saint Bibin l'Abbibé en des temps fort reculés. Donc voilà, et puis moi je suis très axé chansons aussi, donc on a produit aussi ce livre Chansons à voir, avec une association de Nez-sous-Bois à laquelle j'appartiens, association de peintres et de dessinateurs. Donc moi ça faisait longtemps que je voulais écrire sur les chansons qui m'avaient marqué. Donc ça c'est un premier tome, parce que j'ai pas traité de tout. Donc moi je me suis réservé 13-14 chansons à illustrer, et j'ai dit à mes petits copains de l'association, voilà, je vous offre 180 titres, c'est 180 titres qui moi me plaisent, sur lesquels j'ai envie d'écrire. Si ça vous inspire des images, bienvenue dans l'album. Donc voilà pourquoi l'album est très varié, et dans le choix des artistes évoqués,
puisqu'on va de Brassens, en passant par Ferré, des gens moins connus comme Jean Guidoni, jusqu'à MC Solar, Lily Cube. Donc, style très varié, et style graphique, technique de peinture très très varié également. Donc tu es dessinateur et scénariste. Ce que je vois des livres où tu es juste Voilà, scénariste, c'est ça. et malgré tout tu dessines avec un talent certain. Merci monsieur. Merci. Oui, par exemple pour les éditions Milan, donc j'ai fait ces documentaires, la collection Les Encyclopes. Là-dessus j'interviens comme dessinateur. Je ne suis pas auteur des textes. Ok. Et là par exemple sur le Monsterland, qui est une revisite du patrimoine légendaire et fantastique français. Donc de temps en temps je fais des dessins, mais les dessins sont principalement assumés par Olivier Ledisco, qui donne ce côté fausse photo un peu du 19e siècle. Et moi j'ai écrit vraiment les nouvelles qui accompagnent ces fameux dessins. Et même chose, donc je suis également parolier, puisque on a vu que j'avais écrit les paroles du François Villon. Là-dessus on a traité tout un spectacle de chansons, dont on peut voir l'affiche ici, qui est interprété par Lou Saint-Agne. Je travaille avec un compositeur qui s'appelle Malto depuis longtemps. Et donc là, c'est un répertoire qui tourne tout autour du fantastique et du romantisme noir 19e siècle. Avec des reprises. Alors il y a des textes qui sont inspirés d'Edgar Poe. J'ai adapté par exemple le Corbeau, le portrait ovale en chanson. Maupassant, j'ai pris la chevelure, je l'ai transformé en perruque un peu maléfique. Voilà, on a un Baudelaire qu'on a adapté en musique. Donc, et des chansons qui proviennent directement des nouvelles qui sont traitées dans Monsterland. Parfois, ça se passe dans un cabaret où quelqu'un interprète une chanson. Donc j'essaye de rendre la chose la plus vivante possible. Oui, mais on sent un univers assez cohérent entre les chansons, le fantastique, l'historique. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez cohérent. C'est-à-dire que tu traces un sillon qui est pas le même, mais on va dire dans la même mouvance. Oui, non, c'est vrai. On ne verra jamais faire des choses sur, je sais pas quoi, les magouilles financières, entre les banques, de tout l'univers contemporain. En fait, déjà, je trouve ça très compliqué à dessiner d'un point de vue dessinateur, puisque très référencé pour chacun de nous. Exactement. Alors qu'on a un petit peu plus quand même de liberté sur le Moyen-Âge ou le XVIIe siècle. Alors justement, sur le Moyen-Âge, comment tu te documentes? Parce que il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, on est d'accord. Alors il se trouve que par exemple sur François Villon, qui est un projet que je voulais faire depuis l'âge de 17 ans. Donc moi j'ai toujours été intrigué par le personnage parce que Villon a fréquenté les coquillards par exemple, qui étaient des truands de grand chemin, qui parlaient un langage secret qu'on appelait le jargon ou le jobelin. Or il se trouve que c'est mon nom de famille, Jobelin mais sans E. Oui. Et donc ça m'a toujours intrigué depuis que je suis môme. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à Villon. Et alors j'ai découvert un personnage fabuleux puisqu'il a fréquenté toutes les couches de la société de son époque, donc les tavernes, les étudiants, les grands seigneurs comme René d'Anjou ou Charles d'Orléans qui ont reconnu sa poésie. Donc ça, de fil en aiguille, je me suis documenté comme ça. Et puis en travaillant sur le Moyen-Âge, qui par goût m'intéressait, je suis né dans une vieille ville médiévale qui s'appelle Dain-sur-Auron, à 30 km au sud de Bourges. D'ailleurs ici, on peut voir le beffroi de Dain-sur-Auron, que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre dans une nouvelle. Donc ça m'a amené à me documenter comme ça, alors avec tout ce qui pouvait tomber sous la main. Mais j'ai beaucoup lu, par exemple pour Villon, j'ai beaucoup lu des historiens comme Jean Favier, Pierre Champion, Marcel Schwab. Voilà, et maintenant il y a plein de gens qui travaillent sur Villon, sur ses textes. Il y a Jacqueline Cerchilini, maintenant c'est très intéressant, qui a étudié vraiment les textes. Donc ça me passionne, voilà, c'est vraiment une histoire de passion, d'envie de pénétrer dans cet univers. Et alors ça va, alors aux documentations, ça c'est la documentation de connaissances. Après, documentation visuelle, tout est bon. Film, bon, je vérifie qu'il n'y ait pas d'incohérence, de choses comme ça. Oui, parce que les films, c'est... Parce qu'il y en a pas mal dans les films. Oui, quand même. Mais bon, à force de se documenter, de consulter des livres, alors avant évidemment j'étais un rat de bibliothèque, et puis grâce à internet maintenant on a plein de choses, mais il faut se méfier bien sûr, faut se méfier. Tout est à prendre avec des pincettes. Oui. Donc voilà, j'essaie d'être le plus honnête possible avec mon lecteur, en lui donnant les documents qui correspondent vraiment à ce que devait être, à ce qu'on imagine qu'était le Moyen-Âge. Oui. Après, il pourrait y avoir... Bon, après, on pourra pardonner, parce que ne serait-ce que les historiens font aussi des erreurs qui corrigent au fur et à mesure. Et c'est ça qui est formidable, c'est que non, plus on s'éloigne de l'époque, et plus on est précis en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Plus on est précis parce qu'on découvre des choses. Par exemple, je prends un exemple toujours avec François Villon, à Main-sur-Loire, puisque Main-sur-Loire est une sorte de triangle des Bermudes de la poésie, puisqu'on trouve Gaston Coutet, on trouve François Villon qui a été emprisonné à Main-sur-Loire, et on trouve Jean Demain qui a écrit le roman de la Rose, voilà, au XIIIe siècle. Et donc je vais au château de Main-sur-Loire où Villon avait été emprisonné. Une première année, il y a de ça maintenant
On était au XXe siècle. et on me fait visiter le château de Main-sur-Loire, et là on me montre un superbe cul de basse-fosse, formidable, hein, vraiment Hollywood, c'est-à-dire on imagine bien les prisonniers en train de se battre au fond, puis il y a encore un puits au fond, quand ils se battent pour avoir un bout de pain, ils n'hésitent pas à se balancer. Tout ça était merveilleusement sordide, Hollywoodement sordide, je dirais. Seulement, il y a le truc, après je suis retourné avec des classes, puisque j'interviens aussi au niveau des écoles, sur lesquelles j'ai fait travailler évidemment sur Vivre. Donc on a fait un voyage à Main-sur-Loire avec une nouvelle équipe de propriétaires du château. On a une visite formidable, et la fille qui nous a visité la chose a dit oui, je sais, on a présenté ça longtemps comme le cul de Basse-Fosse où avait été enfermé François Villon. Elle fait c'est pas du tout le cul de Basse-Fosse, c'est une glacière du XVIIIe siècle. Ça risque pas de concerner François Villon. Elle nous a dit que voilà, il a été dans l'un de ses cachots, les cachots normaux, on va dire, du château. Mais voilà un petit peu comment on peut se documenter, des fois en allant sur place. Et je trouvais qu'il y avait toujours, quand je disais les historiens, il y avait une espèce qui glissait très rapidement sur l'épisode de Main-sur-Loire avec cette histoire de cul de Basse-Fosse. Je disais, mais ça c'est intéressant, pourquoi il le traite pas? En fait, des gens comme Jean Favier devaient avoir des doutes aussi. Donc ils traitaient pas trop le truc. Et en fait, j'ai eu l'explication par cette fille de la nouvelle équipe du château de Main-sur-Loire, que j'engage les gens qui vont voir ce film à visiter. Voilà, donc voilà comment on s'ajuste petit à petit, et en allant voir dans les livres, et en prenant contact avec des gens, et en se documentant de toutes les manières. Eh bien, écoute, tout cela est bien passionnant et je crois qu'on pourrait continuer encore longtemps. Il me semble. Mais on va essayer de s'arrêter là. On en ferait peut-être une deuxième. Mais absolument, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, bonne journée, puis à très bientôt. Merci.